Bonjour chère communauté francophone et francophile, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule Manger et boire en Colombie-Britannique, partie 2, les produits bruts. Si tu n'as pas encore visualisé la première partie sur les réglementations alimentaires au Canada, je t'invite à le faire et je te mets le lien dans le descriptif de cette présente vidéo. Ici, nous allons voir quels sont les produits peu ou pas transformés qu'utilisent les Britanno-Colombiens dans leur alimentation. Tout d'abord, les blueberries. Alors, la traduction de blueberry, c'est bleuet en français. Le fruit du bleuet est 2 à 3 fois plus grand que celui de la myrtille sauvage et sa chair est claire, contrairement à la myrtille sauvage qui possède une chair presque noire. Donc, le bleuet à ne pas confondre avec la myrtille. Le bleuet est une espèce originaire du Canada. Au Canada, il y a 2 types de production de bleuets. Les bleuets sauvages, cultivés essentiellement au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et les bleuets dits en corymbe. Donc, contrairement aux bleuets sauvages qui poussent au ras du sol, le bleuet en corymbe, lui, se développe sous la forme d'un arbuste, et c'est ce type de bleuet, donc en corymbe, qui est cultivé à 89% en Colombie-Britannique. En 2021, presque 2 kg de bleuets frais étaient disponibles par personne au Canada, soit une hausse de 84% par rapport à 1 kg en 2016. Toujours en 2021, le Canada a exporté 127 millions de kilos de bleuets, dont la valeur s'est chiffrée à près de 533 millions de dollars. Et les 6 pays principaux de destination des exportations de bleuets canadiens sont les États-Unis, ensuite l'Allemagne, le Japon, la Chine, l'Australie et la Belgique. En Colombie-Britannique, vous trouverez des cultures de bleuets à perte de vue, notamment dans la vallée du Fraser. La vallée du Fraser qui se situe à l'est de Vancouver, dans une région qui s'appelle le Lower Mainland. Ensuite, nous avons les cerises douces. La Colombie-Britannique compte la plus grande superficie de cerises douces au Canada et la production se fait dans la vallée de l'Okanagan, dans le centre-sud de la province. En 2021, la Colombie-Britannique a déclaré que la culture de la cerise douce représentait 94,7% de la superficie totale consacrée à la culture de cette cerise au Canada. De 2016 à 2021, la superficie consacrée à la culture de ce fruit a augmenté de 43% en Colombie-Britannique et une demande plus grande de l'étranger a été le principal facteur de l'augmentation de cette superficie pour la culture des cerises douces. La culture des canneberges est aussi très présente en Colombie-Britannique. On peut compter 80 producteurs qui sont situés dans la vallée du Fraser et sur l'île de Vancouver, qui produisent environ 12% des canneberges de l'Amérique du Nord. Et au Canada, le premier producteur de canneberges est le Québec, et en deuxième position, on trouve la Colombie-Britannique. Ensuite, il est important de ne pas oublier la culture en serre en Colombie-Britannique. Et oui, la province se positionne en chef de file au niveau national en matière d'agriculture intensive qui utilise moins de terre, donc comme la culture en serre et la culture des champignons. Déjà concernant la culture en serre des légumes, la Colombie-Britannique se classe au 2e rang après l'Ontario et elle est suivie par le Québec. Donc au 2e rang au chapitre de la superficie de culture en serre. Un fait notable, la province a également déclaré avoir la plus grande superficie de culture en serre pour les fines herbes. C'est pour ça que voilà, je vous ai mis une feuille de basilic. Et la province est également donc numéro 1 concernant la culture en serre des champignons. On continue avec les célèbres citrouilles. De 2007 à 2017, la production canadienne de ces cucurbitacées a plus que doublé et elle représente une augmentation de 102% en 10 ans.
Alors la culture principale est consacrée à la citrouille, mais de plus en plus de variétés de courges arrivent dans les assiettes des Canadiens. Néanmoins, d'après les chiffres de Statistique Canada, on estime qu'environ les 2/3 des citrouilles et des courges ne sont jamais mangées. Donc comme vous pouvez l'imaginer, elles sont utilisées en grande partie pour la fête d'Halloween, qui n'est pas juste fêtée le 31 octobre, mais tout le mois d'octobre, où les fermes, comme vous pouvez le voir sur la photo, ouvrent leurs portes et organisent de vrais événements autour de la citrouille. Et j'ai pu voir que des personnes essayaient de lutter contre ce gaspillage alimentaire en postant des annonces pour récupérer ces citrouilles d'Halloween, car apparemment elles produisent un très bon engrais pour les sols. Voilà, jusqu'à présent, on a vu quelques exemples de production locale, des productions, j'ai envie de dire, superstars en Colombie-Britannique. Maintenant, je vais continuer avec des produits bruts qui ne sont pas cultivés dans la province, mais importés. Je vais commencer avec la cannelle. Je me suis rapidement demandé s'il n'y avait pas des stocks de cannelle à écouler. Parce que cette épice est présente dans une grande quantité de pâtisseries, en tout cas de plats sucrés. Et je ne comprenais pas pourquoi elle était aussi présente. Et voilà, je me suis imaginé qu'il y avait des stocks à écouler, mais il n'en est rien. C'est vraiment une épice qui est dans le cœur des Nord-Américains. Notamment, je vous renvoie à la chanteuse américaine, symbole de l'Amérique, Lana Del Rey, qui utilise à plusieurs reprises ce terme de cinnamon pour désigner quelque chose de doux et sucré. Donc voilà, c'est très culturel. Et je me suis aussi renseignée sur quel type de cannelle était utilisé dans l'agroalimentaire. Et je me suis rendu compte qu'il existait 2 types de cannelle. La cannelle de Ceylan, du Sri Lanka, et la cannelle de Chine, dite la casse. C'est son nom. Parce qu'en fait, en goûtant ces produits à la cannelle, je me suis rendu compte que c'était pas la cannelle que je connaissais et qu'elle était beaucoup plus forte. Et en effet, elle l'est, et les Nord-Américains aiment ce goût de cannelle très épicé. Et aussi pourquoi on utilise cette cannelle de Chine, cette casse, c'est parce que, comme vous pouvez l'imaginer, elle est bien moins chère qu'une cannelle de Ceylan dite vraie cannelle. Par ailleurs, j'ai pu voir que cette cannelle de Chine, donc très utilisée ici, contient de la coumarine. Donc c'est un composé aromatique qui, à forte dose, peut être toxique pour le foie, alors que la cannelle de Ceylan n'en contient pas. J'ai lu une étude du ministère de la Santé canadien qui a fait des prélèvements dans plusieurs produits contenant cette cannelle et notamment donc cette coumarine. En effet, il y avait des taux élevés de coumarine dans ces produits, mais Santé Canada a conclu que ces produits n'étaient pas dangereux pour la santé et que les taux n'étaient pas si élevés que ça. Mais voilà, je glisse ça dans votre esprit. Et ce produit brut qu'est l'arachide, vous l'attendiez? Oui, l'arachide, le peanut butter. Les Canadiens, donc de façon générale, sont friands de ces arachides et de ce beurre d'arachide. Et selon un sondage de 2023 auprès des consommateurs canadiens, 93% mangent des arachides et 91% mangent le beurre d'arachide. Et autre fait marquant, 83% des Canadiens déclarent manger du beurre d'arachide au moins une fois par semaine. Le Canadien moyen en consomme près de 3 kilos chaque année. Alors si tu m'as suivi sur la vidéo précédente sur les réglementations alimentaires au Canada,
Je parle des écoles et des directives comme quoi il est souvent interdit d'apporter des noix, quelles qu'elles soient, dans les écoles. Il est difficile voilà, de comprendre que les Canadiens en mangent quasiment, enfin, pas tous les jours, mais très souvent, et que ce soit interdit dans les écoles. Et voilà, je trouvais ça contradictoire, mais peut-être que cette forte consommation a créé des allergies voilà, chez certains Canadiens et jeunes Canadiens, d'où cette interdiction formelle d'apporter des noix dans les écoles. D'où viennent ces arachides Donc ces noix, elles viennent des États-Unis. Voilà, le Canada ne peut pas cultiver cet arachide parce que ça nécessite. C'est une culture qui exige un sol sablonneux et un climat chaud et sec, donc qui peut se trouver aux États-Unis, au plus proche. Nutella et l'empire de Ferrero n'ont pas réussi à détrôner le beurre d'arachide. Vous pourrez en trouver, bien sûr, pour les fans de Nutella, sur les étagères, mais c'est vraiment à la marge. Je vais terminer la présentation avec les produits bruts issus de la mer, de l'océan plutôt. Et le saumon est un sujet absolument passionnant. Le Canada, c'est le 4e producteur mondial de saumon d'élevage. Il y a essentiellement 3 saumons d'élevage. Celui qui est le plus connu, c'est le saumon atlantique, qui est le produit aquacole le plus exporté. Mais il y a aussi le saumon Queenette, appelé aussi saumon king, en bateau très grand, également appelé saumon du Pacifique, saumon royal ou saumon chinook. Donc voilà, pas facile de s'y retrouver avec toutes ces appellations. Et enfin, en saumon d'élevage, il y a le saumon Koho. Concernant les saumons sauvages, le plus célèbre, en tout cas ici, c'est le saumon Soki. Comme tu le vois, il a une peau plus rouge que ses voisins issus de l'élevage. Et on verra dans une vidéo sur la faune en Colombie-Britannique pourquoi ce saumon a cette couleur rouge. Tu vas pouvoir le trouver frais l'été et en mode surgelé dans les supermarchés tout le reste de l'année. Et il y a également la truite steelhead à disposition. En Colombie-Britannique, le saumon est très important car il nourrit des gens depuis des siècles. Le saumon est un mets reconnu par tous les Britanno-colombiens qui aiment le célébrer via des festivals au cœur de l'été. Il est courant de faire griller un saumon entier lors d'un barbecue. Et la Colombie-Britannique détient le plus haut pourcentage de capture de saumon en Amérique du Nord. Et nous terminons avec les crustacés. Donc tu peux déguster le crabe dormeur et on verra dans la vidéo sur la faune. Et bien que malgré sa forte présence dans les océans, c'est pas si facile de le pêcher car beaucoup de ces espèces doivent être rejetées à l'eau car elles n'atteignent pas la taille légale pour être capturées et dégustées. Il y a également des parcs à huîtres, des fermes de moules en Colombie-Britannique qui produisent ces excellents crustacés, notamment sur l'île de Vancouver où là tu peux voir une huître sauvage parmi bien d'autres sur l'île de Vancouver et les déguster. Il y a aussi la crevette tachetée qui ressemble à de tout petits homards. La texture elle est plutôt ferme avec un goût sucré. Et parmi les autres poissons que tu peux trouver, à part les saumons, il y a le Pacific cod, qu'on traduira par la morue. Et c'est le poisson star des fameux
fish and chips. Et il y a des institutions du fish and chips, notamment à White Rock, donc à proximité au sud de Vancouver, au bord de l'océan. Où, voilà. Je peux citer le restaurant Moby Dick, voilà, qui sont des vraies institutions et qui proposent ce fish and chips à partir du Pacific Coast. Et aussi, je pourrais citer un autre poisson qui n'est pas sur ton écran, qui est le rockfish ou le rock cod ou encore le Pacific Sniper. C'est un gros poisson rouge que tu peux trouver sur les étals des marchés et dans ton supermarché. Nous allons très prochainement poursuivre notre série Manger et boire en Colombie-Britannique en abordant la thématique de la gastronomie britanno-colombienne que je sais tu attends avec impatience. Merci de ton écoute et à très bientôt.